Immobilier et bâtiments durables, vous donnez un temps d'avance avec l'École des Ponts. Une émission présentée par Benjamin Huin et Frédéric Musselin sur Bâti Radio. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Bâti Radio. Bienvenue dans votre émission mensuelle Immobilier et bâtiments durables. Vous donnez un temps d'avance avec l'École des Ponts. Je vous rappelle que cette émission est réalisée en partenariat avec le Master Immobilier et bâtiments durables, transition carbone, énergétique et numérique de l'École des Ponts et Chaussées, de l'École des Ponts ParisTech. Je vous rappelle le principe de cette émission qui est de vous préparer, de vous former, vous acteurs de la chaîne de valeur de la filière immobilier et bâtiment, afin que vous soyez prêts face aux enjeux actuels et futurs du développement durable. Aujourd'hui, comme chaque mois, nous allons nous intéresser aux sujets développés durant la semaine de cours du Master qui se déroule actuellement. La question d'aujourd'hui est la suivante. La programmation, quels sont les défis ? Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à cette question avec deux éminents spécialistes qui nous rejoignent aujourd'hui donc. Gwenaëlle Chabroulet qui est directrice générale, ainsi que Mike Sissoum qui est responsable en investissement efficacité énergétique. Et nous aurons le plaisir d'accueillir à la fin de l'émission une ancienne diplômée du master, Alexandra Duthier-Lamotte, qui est responsable d'activité quartier durable. Gwenaëlle Chabroulet, bonjour et bienvenue. Vous êtes directrice générale chez ARP Astrans. C'est une entreprise spécialisée dans la mise en œuvre de politiques immobilières et de projets de bâtiments durables. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de la programmation et ensuite nous préciser si cette programmation intègre des thèmes supplémentaires à celui de la construction ? Merci de me donner l'opportunité de prendre la parole lors de cette émission. Donc en effet, j'ai le plaisir d'intervenir depuis plusieurs années au sein du master et de pouvoir échanger donc chaque année avec les élèves du master et avoir des dialogues tout à fait intéressants à chaque fois avec ceux-ci. Et je vois que les élèves du master au sujet de la programmation et du développement durable ont tous les ans un intérêt très fort pour le sujet et j'en suis tout à fait ravie. Pour certains d'entre eux, j'ai pu aussi suivre leurs travaux de mémoire puisque certains ont décidé de poursuivre dans ce sujet de la programmation qui est clé. En tant que programmiste, j'aurais du mal à dire autre chose que cela, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et certains ont même décidé d'ancrer leur réflexion autour de la RSE et du programme, et là, ce qui me ravit encore plus. Alors, comme vous le disiez, je suis déjà d'ARP Astrans qui couvre les métiers de l'immobilier durable et également de la programmation. Donc, c'est à ce titre, je pense que nous intervenons dans le master et que je suis interviewée aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire, c'est que le programme est un élément qui est clé de voûte de la performance des projets, qu'ils soient de construction ou de rénovation, puisque aujourd'hui la réhabilitation est un sujet majeur, autant pour les quartiers que pour les bâtiments, que pour les espaces intérieurs, qui sont les trois échelles auxquelles nous intervenons. Donc le programme, finalement, c'est l'édiction d'un cahier performantiel qui a plusieurs dimensions, qui est la dimension fonctionnelle, qui est très importante puisque le maître d'ouvrage, donc qui est public ou qui est privé, même si le programme est plutôt né dans les maîtrises d'ouvrage publiques, aujourd'hui elle est aussi saisie par les maîtrises d'ouvrage privées. Le cahier des charges fonctionnel qui est donné aux équipes de maîtrise d'œuvre pour construire un bâtiment qui réponde aux besoins d'usage des utilisateurs est primordial puisque c'est ce qui permettra d'exercer une activité professionnelle de manière pérenne et durable et avec performance dans les bâtiments. Donc ça, c'est la première dimension du programme. Donc on dit un programme d'usage ou une dimension fonctionnelle, voire multifonctionnelle, puisque c'est un des enjeux des programmes aujourd'hui, c'est que on va vers des sujets qui sont de plus en plus multifonctionnels, de manière à éviter un certain nombre d'écueils qui ont pu être amenés par la monofonctionnalité des lieux ou des quartiers. Il y a une deuxième dimension qui est très importante, et là on voit bien le sujet de la performance, qui est la dimension technique du programme, qui est là pour assurer que les performances attendues en termes de performance du bâtiment, mais pas que, aussi performance de la maintenance, de l'entretien du bâtiment puissent être intégrées. Et un bon programme sur le sujet technique, c'est un programme qui permettra une efficacité de la maintenance, voire même de pouvoir maintenir le bâtiment. Certains bâtiments ont parfois des problèmes pour être maintenus, ne serait-ce que l'accessibilité de certains équipements. Ça permet aussi de maîtriser à terme les coûts d'exploitation,
et également de servir un sujet qui est évidemment très important puisque nous construisons des bâtiments pour les personnes qui les utilisent ou les activités qui s'y déploient, c'est de travailler sur la qualité des espaces. Donc la qualité des espaces, elle peut être en termes d'ergonomie, en termes de flux, en termes d'acoustique, en termes de confort visuel, thermique et autres. Donc voilà, donc j'ai cité la dimension fonctionnelle, la dimension technique et maintenant depuis quelques années, la dimension environnementale est venue aussi s'inviter dans le programme. Donc on a différentes façons de traiter le sujet. Donc soit on fait un programme environnemental qui vient compléter le programme fonctionnel et technique, ou on fait un programme environnemental qui est intégré dans ce programme fonctionnel et technique et qui vient là définir au stade du programme les attentes en termes de niveau de performance énergie et carbone, en termes numériques, en termes de matériaux, en termes d'objectifs de réemploi et également d'ambition en matière de gestion de chantier à moindre impact environnemental. Donc le programme, là, il est là pour donner des objectifs qui sont sur les différentes thématiques que j'ai citées et qui peuvent aller jusqu'à aussi donner un objectif de certification ou de labellisation des bâtiments, que ce soit HQE, BBCA pour les labels français ou biodiversité sur la biodiversité, excusez-moi, c'est pas facile à dire, ou alors des référentiels même étrangers comme BREEAM ou comme LEED ou comme Net Zero pour le carbone. Donc ces objectifs sont importants à traiter au stade du programme puisque c'est en fait la matière qui va être donnée aux équipes de manière à construire un bâtiment qui réponde à la fois aux besoins et au niveau de performance attendu de la maîtrise ouvrage. Enfin, il y a un dernier point que je voudrais citer là, c'est au stade du programme aussi que les sujets de flexibilité voire de réversibilité des bâtiments doivent être précisés. Ces deux sujets qui, voilà, à l'heure où les enjeux d'optimisation du parc immobilier et parfois de transformation du parc immobilier d'un actif vers un autre type d'actif sont de plus en plus importants, est un sujet à intégrer, qui sont donc la réversibilité et la flexibilité. Donc, j'espère avoir répondu à votre question sur ce qu'est un programme et ses différentes dimensions. Oui, effectivement, je vous remercie. C'était de très très précis, d'une très grande clarté. Moi, j'ai une question à vous poser toujours par rapport au thème qui compose la programmation. On voit que le changement climatique s'opère avec une très grande rapidité. On l'a vu récemment là avec des canicules successives en juillet et en août. Je voudrais savoir comment ces événements exceptionnels, nouveaux, même si on pouvait les anticiper, là on les vit vraiment très clairement. On a la réalité vraiment en face. Comment vous les prenez en compte? Est-ce que vous avez une réactivité qui permet d'intégrer ce genre de nouvelles dispositions alors que vous êtes peut-être à la fin de la rédaction d'un programme, d'un projet? Est-ce que vous avez la possibilité de revenir dessus? Comment ça se passe, la relation avec le maître d'ouvrage? Parce que j'imagine, il faut convaincre aussi le financier. Le maître d'ouvrage, c'est le financier. Lui indiquer qu'il faut qu'il anticipe les évolutions du climat qui vont encore une fois s'accélérer. Peut-être que c'est, je sais pas. Est-ce que vous rencontrez des difficultés à convaincre des fois qu'il est nécessaire d'investir sans avoir forcément un ROI immédiat? Alors, la question que vous posez, elle est importante et elle-même, elle a plusieurs dimensions. Donc, il y a la dimension du stade auquel on doit édicter un certain nombre de principes sur un projet immobilier de manière à maximiser, en fait, le succès, en fait, d'atteindre des performances qui sont visées et d'assurer que le bâtiment qu'on va livrer, puisque l'immobilier est un temps long, sera cohérent avec le contexte dans lequel le bâtiment sera exploité. Et donc, même à l'échelle des bâtiments, c'est encore pire à l'échelle des quartiers. On a parfois un nombre d'années suffisamment important pour que la réglementation ait changé, voire que la prise de conscience d'un certain nombre de sujets ait suffisamment été importante pour que on puisse avoir le dialogue nécessaire avec la maîtrise d'ouvrage pour intégrer des principes qui sont encore de la prospective parfois pour certains. Donc, vous évoquez le sujet des aléas climatiques. Donc qui est un sujet en effet de vulnérabilité qui est important pour les bâtiments
puisqu'on parle de vagues de chaleur, on parle de pluie intense, on parle même d'effets de grêle très très forts ou d'effets de vent. Et donc, pour ce faire, on a aujourd'hui la capacité à travailler pas uniquement sur des données historiques météorologiques, mais également sur des données qui sont des données prospectives. Et donc, c'est ce que on fait de plus en plus avec nos clients, de manière à ce que dès le programme, on invite les maîtres d'œuvre et leurs partenaires bureaux d'études à intégrer des scénarios qui sont des scénarios prospectifs et pas uniquement des données historiques. Donc, la réglementation et l'évolution de la réglementation et les nouvelles réglementations thermiques en particulier nous aident aujourd'hui à franchir ce pas avec les maîtres d'ouvrage. Il y a quelques années, c'était parfois plus délicat à atteindre. Un autre élément qui nous a aidé pour pouvoir faire avancer ce sujet, c'est le sujet des certifications et des labels, qui par la recherche d'une preuve de la performance des actifs et donc l'augmentation de la valeur des actifs sur ce sujet ont permis d'intégrer des problématiques de ce type. Donc ça c'est sur le sujet du climat. D'autres sujets se sont invités en fait dans le monde de l'immobilier ces dernières années avec la crise sanitaire qui a encore accéléré le mouvement, qui est le sujet de la qualité intérieure des espaces, de la qualité du rapport entre espace intérieur et extérieur des espaces, pour la santé et le bien-être et la qualité de vie que moi je préfère appeler totale pour les utilisateurs. Et là aussi, je pense que la reconnaissance de l'importance d'une bonne qualité d'air dans les locaux, d'une bonne qualité de lumière, d'une bonne qualité acoustique des espaces est de plus en plus comprise. Et on peut aujourd'hui les intégrer avec beaucoup plus d'aisance dans les programmes donc c'est beaucoup plus largement en fait et communément déployable dans les programmes, ce qui est une bonne chose. Le risque auquel il faut qu'on aide les clients à répondre, c'est celui de l'obsolescence de leurs actifs, puisque ne pas prendre en compte ces sujets des aléas climatiques futurs, et ils sont pas que futurs, puisqu'on a bien vu qu'on était déjà en fait soumis à cette nouvelle donne. Le sujet du lien entre santé et bâtiment, le sujet du besoin d'intégrer la nature dans les bâtiments, tout ça, ce sont des éléments qui permettent de se préparer à voir son bâtiment ou son parc de bâtiments devenir obsolète moins rapidement. Alors justement, vous faites référence à des nouveaux sujets qui viennent s'ajouter. Là, vous parlez de la qualité de l'air. C'est un sujet assez récent, mais qui est bien sûr très important. Est-ce que vous voyez d'autres sujets qui vont composer, qui vont enrichir votre profession? Comment vous voyez justement l'avenir de votre profession? Comment elle va évoluer? Alors, la liste est longue des innovations dans l'immobilier. Il y a un sujet que j'ai pas évoqué, mais qui est important, d'autant plus que le master a intégré cette terminologie, qui est le sujet du numérique ou du digital, qui est aussi une nouvelle donne dans le bâtiment, qui accompagne plusieurs trajectoires, dont celle de l'efficacité de la construction, mais pas que, de l'efficacité de l'exploitation, et aussi de la transformation des bâtiments qui étaient plutôt une expérience physique uniquement vers des bâtiments qui soient plus serviciels. Donc ça, c'est un sujet aussi de novation qui nécessite d'être intégré et qui a la particularité de devoir mettre autour de la table des expertises qui n'avaient pas forcément l'habitude de se rencontrer dans le passé, donc qui sont au-delà de l'expertise du bâtiment, de l'expertise de l'exploitation du bâtiment, aussi l'expertise parfois de la DSI. Donc ça, c'est un sujet qui vient évidemment, comme dans tout secteur d'activité aujourd'hui. La palissade, c'est parler du commerce et du digital, mais même dans les autres actifs que les actifs de commerce, on a ce sujet du digital. Il y a d'autres sujets importants pour moi à noter à l'avenir, qui est celui des évolutions de modèles de bâtiments. Vers plus de les co-living, les co-working, mais pas que. Et comment on fait pour augmenter le niveau d'utilisation et d'usage d'un bâtiment de manière à ce qu'on ait un usage qui, au nombre d'heures utilisées par an, devient plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ce qui nécessite de travailler sur des nouvelles notions comme la chronotopie des lieux, ou de regarder des modèles qui sont pas forcément faciles juridiquement à traiter, de pouvoir faire différents usages du bâtiment à différents temps de la journée ou temps de la semaine ou temps de l'année dans le même bâtiment. Un autre sujet que j'ai
évoqué, donc qui est sur l'enjeu de la biodiversité et de la nature en ville, qui s'est révélé encore plus fort suite aux quelques années de crise sanitaire qu'on a vécu là. Et enfin, je donnerai deux derniers points. C'est, je pense, la nécessité de faire le meilleur tissage possible de nos enjeux de l'immobilier avec d'autres enjeux qui sont celui de la mobilité et celui de l'alimentation, par exemple, qui me semble être important. Et enfin, la nécessité de faire plus avec ce qu'on a, à savoir d'engager des projets de rénovation, de transformation, de restauration de l'existant, qu'on voit bien se multiplier avec les initiatives autour des friches et également les obligations réglementaires qui avancent avec le sujet de la zéro artificialisation nette. Tout ça dans un contexte de transition environnementale. Évidemment, il faut transiter pour émettre le moins de gaz à effet de serre dans les années à venir et à court terme, et d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on est sur des trajectoires qui vont aller au-delà du degré 5, et on sait que ça nécessite que notre bâtiment, nos villes, pour pouvoir continuer de faire ce que une partie de leur vocation, c'est que de nous protéger contre les aléas extérieurs, puissent continuer d'avoir cette fonction. Et donc c'est d'adapter le bâtiment. Donc on a plusieurs choses à faire en même temps. C'est ce qui rend notre métier particulièrement passionnant. Donc je pense qu'il a un avenir qui est captivant. Pour toutes ces raisons, parce qu'il y a beaucoup d'innovation, et puis parce que travailler dans le secteur de l'immobilier, c'est travailler sur une matière qui est un peu particulière, qui est celle de nos lieux de vie, de travail et de loisirs, et que les espaces qui nous entourent, ils ont un lien direct avec la vie de chacun d'entre nous. Oui, on voit bien le potentiel de développement du métier de programmiste face aux enjeux de développement durable, et on sent aussi également votre passion pour ce métier, c'est très enthousiasmant. Je vous remercie beaucoup, Gwenaëlle, pour votre éclairage sur ce sujet. Merci à vous. Merci, Benjamin. Mike Sisung, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes président de Gestion Conseil Bâtiment dont les activités sont l'étude et l'accompagnement des projets immobiliers sous l'angle de l'appréciation de leur coût global. Vous êtes membre de la RICS, vous êtes membre du conseil de l'ICEB, l'Institut pour la construction éco-responsable des bâtiments, et vous faites de la formation continue. Vous êtes intervenant au master spécialisé immobilier et bâtiments durables, transition carbone énergétique et numérique de l'école des ponts Paris-Tech, et vous avez contribué à l'écriture de Immobilier et bâtiments durables, réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol, co-dirigé avec Dominique Naert, le directeur du master. Alors Mike, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est quel est, selon vous, l'enjeu des coûts ou même des coûts globaux liés à la programmation ? Bien, une chose assez simple, on le sait, et c'est ce qui est répercuté un peu partout, 80% des futurs coûts de fonctionnement, d'exploitation, de maintenance d'un bâtiment sont déterminés dans les 20% de conception de départ. Et le métier de conception d'un immeuble au départ, ça s'appelle la programmation. Et je suis toujours assez surpris qu'il y a encore des maîtres d'ouvrage qui ne comprennent pas que la programmation, c'est indispensable. Et c'est vraiment dommage, parce qu'effectivement, on l'a vu sur beaucoup de dossiers, l'analyse en coût global va reprendre effectivement l'objectif de l'analyse en coût global, c'est d'intégrer des coûts d'investissement avec des coûts de fonctionnement. Les fameux CAPEX et OPEX dont on parle régulièrement dans l'ingénierie financière de l'immobilier. Et effectivement, on peut diminuer énormément nos coûts de fonctionnement en maîtrisant les énergies, en maîtrisant les charges, par des choix techniques peut-être un peu supérieurs, de la qualité de matériaux, des choix des matériaux qui correspondent aux besoins des utilisateurs finaux et qui vont nous permettre effectivement de maîtriser nos coûts de charge et de fonctionnement. C'est vraiment un des principes fondamentaux du lien de la programmation avec les coûts. Et dans ce domaine, nous avons réalisé pas mal de partenariats avec les programmistes pour tout ce qui est partenariat public-privé, où là on nous demande effectivement dès la programmation de savoir exactement combien vont coûter les différents dépenses de charges des futurs bâtiments que l'on conçoit, que ce soit un hôpital, un palais de justice ou bien des commissariats de police. D'accord, merci Mike. J'imagine que c'est un
c'est un métier où les arbitrages doivent être nombreux et la mission de conseil a toute sa place. Dans votre métier, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Alors, la première difficulté que j'ai, alors elles sont de deux ordres. On va avoir à faire, la première chose, c'est l'utilisateur final de l'immeuble. Concevoir un immeuble, c'est effectivement passionnant, mais l'utilisateur final, on sait que ça va être un locataire si c'est des logements, on sait que ça va être dans des bureaux des gens qui sont très différents. Et la problématique pour nous, c'est de savoir comment va se comporter l'utilisateur final. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose on ne maîtrise absolument pas. On doit essayer impérativement de trouver les bonnes solutions pour que n'importe quel occupant puisse se sentir bien dans les locaux qui sont conçus. Et donc, effectivement, on se retrouve au niveau des conseils et du métier que l'on fait, de réaliser des guides d'utilisation des bâtiments qui sont construits. C'est un peu fou. Et ça rentre déjà, dès la programmation, on se pose certaines questions. Comment on va mettre les vélos? Comment on va mettre ceci? Comment on va mettre cela? Et si vous voulez, bon, un cas concret qui me dérange beaucoup, mais ça c'est Paris et les contraintes de Paris. Pour la rénovation de l'ensemble immobilier de copropriété de la Tour Montparnasse, nous sommes occupés du bâtiment du CIT dont l'entrée se trouve au 2e niveau, au-dessus du centre commercial. Il a fallu qu'on réfléchisse à une accessibilité des vélos au 2e niveau pour redescendre les vélos en parking au rez-de-chaussée. Enfin, un truc de fou, quoi. Je pense qu'il y a des choses, et ça, l'utilisateur final, bon, comment il va utiliser après tous ces éléments-là, il faut qu'on lui donne des choses qui soient simples et qui soient remplies de bon sens. Et je reviens toujours au bon sens paysan. Si on n'a pas ce bon sens-là, on fait des constructions qui sont pas adaptées à nos utilisateurs suivants. D'accord, merci beaucoup. Vu l'expérience et le nombre d'organismes dans lesquels vous êtes, vous avez une vision globale et une belle expertise de votre métier. Comment voyez-vous l'avenir de votre métier? Quelles sont les perspectives? Les perspectives sont nombreuses, comme l'a dit Gwenaëlle. Effectivement, on a ce qu'on appelle le bâtiment durable aujourd'hui. On vient intégrer énormément de choses beaucoup plus complexes. On a des difficultés, surtout juridiques, à la mise en place de tous les systèmes de data et tous les recueils de data. La problématique est plus juridique et assurantielle qu'autre chose. Et le BIM, qui aurait dû nous permettre d'exploser et de faire des choses beaucoup plus performantes, on a du mal à l'utiliser pour des problèmes, effectivement, de suivi, du fait que les données appartiennent à un tel et ne peuvent pas être données à un tel, etc. Et donc ça devient assez complexe, alors que normalement on devrait pouvoir faire toutes ces choses de façon relativement simple. Effectivement, la flexibilité, la réversibilité sont des outils premiers qu'on va utiliser, et je dirais que aujourd'hui, par exemple, dans les grandes villes comme Paris ou Marseille ou Lyon, se poser les questions de construire des bâtiments hors site pour effectivement après intégrer ça dans des sites, ça peut nous permettre effectivement de maîtriser les coûts de façon beaucoup plus performante, dans la mesure où on intègre la construction industrialisée, et le fait est que les industriels sont beaucoup plus performants quand il s'agit de faire de la qualité et quelque chose de précis. Merci. Merci pour votre témoignage et votre éclairage. On perçoit bien à la fois la différence et les complémentarités entre votre activité et celle de Gwenaëlle Chabroulet. Oui, effectivement. Merci Frédéric. Moi, ce que je retiens de la part de Mike, c'est que vous avez utilisé le mot bon sens pour définir la programmation. J'aime beaucoup ce mot associé à ce métier-là. Le bon sens, on a toujours tendance des fois à l'oublier quand justement on entreprend un projet de construction. Aujourd'hui, je vous l'avais annoncé, nous recevons Alexandra Dutillet-de-la-Motte, qui est une ancienne diplômée du master promotion 2020. Bonjour Alexandra. Bonjour, merci de m'inviter. C'est un plaisir. En substance, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous a apporté le master dans l'exercice de votre métier ? Alors d'abord, le master m'a permis de me reconvertir parce que j'avais commencé ma carrière plutôt dans les domaines de l'énergie. Je travaillais à la Bourse de l'électricité
Et j'ai eu une espèce de petite crise du sens à un moment, notamment en ayant un enfant. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux travailler pour la transition écologique ? J'en faisais un petit peu dans mon métier précédent, mais j'ai vraiment eu envie de m'engager pleinement dans cette grande transition dont on nous parle beaucoup, mais qui peut rester un peu nébuleux. Et le master m'a permis de me saisir de sujets que je maîtrisais pas suffisamment bien pour travailler pleinement, de façon pleinement satisfaisante dans l'immobilier. Et j'ai trouvé que c'était un très bon rythme de travailler 3 semaines par mois et d'avoir une semaine de cours. C'est toujours assez plaisant en plus quand on travaille depuis assez longtemps de se remettre à faire des études, parce que voilà, il y a une dimension un peu gratuite où on n'est plus dans l'urgence, dans l'opérationnel. Là, on reprend un peu de recul et c'est quand même très agréable de continuer les études. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et ce master, j'ai eu beaucoup de chance de faire ça chez Harpastrans, qui m'a permis de travailler sur des problématiques qui étaient très en lien avec ce que j'apprenais dans le master, parce que chez Harpastrans, Gwenaëlle en a parlé tout à l'heure, on travaille beaucoup sur les questions de résilience, de prospective, et on essaye d'apporter, de faire de l'immobilier de façon intelligente. On a parlé d'intelligence tout à l'heure, de ne pas copier ce qu'on a fait pendant 40 ans et ce qui commence très sérieusement à présenter ses limites. Et du coup, le master m'a permis d'intégrer un peu tout ça, tout cet environnement très mouvant en ce moment, et d'avoir un panorama très complet de tout ce qui se fait dans l'immobilier. J'arrivais avec un regard assez neuf, donc j'étais moins avancée que certains, mais ça permet aussi une forme de fraîcheur d'arriver quand on n'a pas travaillé depuis très longtemps sur ces sujets, et de découvrir aussi bien l'urbanisme, la technique du bâtiment, le numérique, le juridique, enfin vraiment toutes ces composantes qui sont traitées de façon thématique avec les 10 semaines de cours, et j'ai trouvé que c'était extrêmement riche, surtout quand on a la chance de pratiquer en parallèle et de mettre tous ces concepts en œuvre. Tout de suite, ça prend un relief très fort. Merci Alexandra. Est-ce que vous pouvez nous préciser le sujet de la thèse que vous avez réalisée ainsi que les raisons de ce choix ? Alors, moi, j'ai travaillé sur la résilience de l'immobilier face aux vagues de chaleur à l'horizon 2050. Donc là encore, on a déjà parlé de l'importance d'intégrer les sujets de prospective. C'est sûr que si on prend le climat tel qu'il a été au cours des 30 dernières années, forcément, le temps qu'on livre le bâtiment, il sera obsolète. Et a fortiori, moi j'ai travaillé sur une activité de quartier. Les quartiers, ils mettent parfois 10-15 ans entre la programmation et les moments où ils sortent de terre. Si on prend un historique qui est déjà ancien, en fait, le temps que les quartiers qu'on conçoit aujourd'hui soient livrés en 2030-2035, les vagues de chaleur seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. Les inondations, parfois, on va largement au-dessus des plus hauts connus aujourd'hui. Donc, c'est vrai que toutes ces questions, il faut vraiment avoir une dimension prospective et être tourné vers l'avenir, et ça va être la même chose sur les usages. Si on est figé sur les usages tels qu'on les voit aujourd'hui, on a bien vu avec la pandémie, on pensait qu'un bureau c'était très clair ce que c'était qu'un bureau, et en réalité le bureau peut avoir des utilités qu'on n'avait pas forcément en tête avant la pandémie. Enfin, il y a plein de choses qui se réinventent en permanence, et donc c'est très important cette notion de résilience, de dire les crises qui vont nous arriver, on ne sait pas. Enfin, voilà, on n'a pas prévu le Covid, on n'a pas prévu la guerre en Ukraine, on n'a pas prévu la prochaine crise. Et voilà, tout ce qu'on sait, c'est que malheureusement, elles arrivent. Et il est très important de s'y préparer. Et voilà, les vagues de chaleur, c'est quand même plus ou moins certain. Mais même la façon dont elles vont arriver, comment elles vont se dérouler, qui elles vont affecter, on ne sait pas très bien. Et donc, pour tout ça, il faut intégrer des solutions les plus résilientes possibles. Souvent, c'est des solutions simples. Donc ça, c'est un peu la bonne nouvelle, c'est que souvent, c'est des solutions qu'on maîtrise assez bien. C'est beaucoup des solutions fondées sur la nature, par exemple. Mais il faut les intégrer dès la programmation. Et c'est pas une fois que vous avez livré tout le quartier, vous allez vous dire au fait j'ai oublié de mettre des arbres, ou j'ai oublié de penser à la circulation du vent. Et donc je me rappelle d'avoir interviewé un chercheur qui parlait de droit au vent. Et donc voilà, je pense qu'il y a des nouvelles
des nouveaux droits qui émergent, le droit à la nature, le droit au vent, le droit à pouvoir se promener dans son quartier et pas être tout le temps bloqué par la circulation des automobiles. Donc toute une série de nouveaux droits, on va dire, des usagers. Et ça, si ça s'intègre pas dès la programmation, en fait, c'est très difficile de le rattraper une fois que le coup est parti. Merci Alexandra. Eh bien, merci Gwenaëlle, Mike et Alexandra pour vos éclairages complémentaires sur la programmation. Bon, pour ceux et celles qui pouvaient encore en douter, la programmation est un élément central et indispensable. Nous vous retrouvons cette semaine au Master Immobilier Bâtiment Durable pour approfondir ce thème donc passionnant. Nous rappelons à nos auditeurs la parution de l'excellent livre Immobilier Bâtiment Durable, Réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol. Je vous rappelle que cet ouvrage est écrit en collaboration avec le Master du même nom et qui reprend l'intégralité de son programme. Vous trouverez également toutes les informations de notre Master sur le site de l'École des Ponts, écoledesponts.fr. Et le mois prochain, nous répondrons à la question « Quels sont les défis des sujets liés à la conception ?» Merci et à bientôt. À bientôt. Immobilier Bâtiment Durable avec l'École des Ponts, une émission à réécouter et télécharger sur Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.